Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Africly, le podcast totalement dédié aux littératures d'Afrique et des diasporas. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Ludovic Soussou-Mirin pour son livre « Nous étions frères ». Bonjour Monsieur Soussou-Mirin. Bonjour Marie-Thérèse. Et pour cette interview, je suis accompagnée de mon complice José, que vous avez déjà rencontré. Bonjour José. Bonjour Marie-Thérèse, et ravi de participer à cette émission. Donc je prends toujours goût, donc méfie-toi, je vais m'habituer. Oui, après tu seras le boss sur cette chaîne. Ben oui, José, peux-tu introduire notre invité? Voilà, donc Ludovic, bonjour. Bonjour. Donc on se tutoie, puisqu'on se connaît déjà. Et donc la première question c'est pas la première question, pour un peu savoir à qui on a affaire, tu es donc un médecin urgentiste, tu habites Lyon, spécialiste en management de la santé et chercheur à l'université sur une thèse en économie de santé. Enfin, tout ça pour dire que tu es plus ou moins quelqu'un qui est dans un monde vraiment scientifique. Et cette question qu'on a dû te poser souvent, comment est-ce qu'une telle personne en arrive à la littérature ? Merci José pour cette effectivement première question qui touche à ce qui fait l'équilibre de ma vie, c'est d'allier la science et la littérature. La science qui me donne beaucoup de rationalité dans ma façon de percevoir la chose, et la littérature qui me donne d'imaginer un autre monde. Et pour moi, j'utilise la littérature comme une sorte de thérapie qui me permet de poser dans les mots ce qui ne peut pas toujours être dit dans le quotidien. Et c'est comme ça que je vis en fait cet équilibre entre la science et la littérature. Voilà. Donc nous, on t'a découvert avec ton livre « Nous étions frères », qui en réalité est ton deuxième. Et donc tu avais déjà écrit un premier livre, « Racines d'amertume ». Est-ce que les deux thèmes se reliaient ? Pas du tout. J'ai écrit Racines d'amertume qui a été publié en 2016. C'était une interrogation personnelle sur mon parcours de médecin urgentiste franco-béninois. Okay. Je m'interrogeais beaucoup sur le déracinement, sur l'utilité, en tout cas mon utilité dans le système de santé français, sachant qu'au Bénin et en Afrique, les médecins, particulièrement les médecins urgentistes, manquent. Et donc c'était une interrogation personnelle. Et Nous étions frères parle d'une toute autre histoire. Et donc, le premier roman, il était à la fois autobiographique, une autobiographie fictionnalisée, et le deuxième, il est complètement une fiction, même s'il est basé sur une réalité sociologique au Bénin. Ok, donc tu viens de le dire, tu es lié au Bénin, comme tu le dis. Donc d'ailleurs, ton livre parle d'une histoire qui se passe au Bénin. Et donc je propose qu'on y arrive tout doucement. Personnellement, je n'aime pas beaucoup faire des grands résumés des livres parce que souvent on spolie un peu les histoires. Je pense qu'en lisant la 4e de couverture, ça peut donner une idée de ce dont le livre parle. Alors je me permets de lire. Pour fuir un passé marqué par la souffrance et le rejet, le jeune Kizito débarque dans le marché d'Antokpa. Il rencontre Sonagnon, un garçon au destin brisé. Ap, un vieil homme hanté par ses souvenirs, et Petit Père, un enfant précoce et attachant. Ensemble, ils vont lutter pour survivre. Entre coups reçus et mains tendues, Nous étions frères, nous plonge dans l'enfance bafouée. Un univers brutal qui façonne les destinées, où la fraternité devient le seul rempart contre l'indifférence. Et donc, avant d'aborder les personnages, précisément, donc l'histoire se passe dans un marché, le marché de Dantokpa. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire pour un peu que ceux qui vont lire le livre voient un peu de quoi on parle ? Le marché de Dantokpa est un lieu extraordinaire, un marché qui a été créé dans les années 60, qui est situé au bord de la lagune de Cotonou et qui dresse en fait toute l'activité, la grande partie de l'activité commerciale du Bénin, avec une convergence de toutes les ethnies du sud, du centre, du nord du pays. Et donc au fil des années, c'est devenu un gigantesque espace d'échange où vous trouvez de tout, des pagnes, des produits vivriers, des bijoux, de la maroquinerie, des voitures, des téléphones. Et donc, c'est véritablement l'un des poumons économiques du Bénin. Avec cette particularité de retrouver beaucoup d'enfants dans ce marché-là. Et donc, le livre
Il parle de la trajectoire donc, de Kizito, un enfant rejeté de sa famille qui va partir dans le monde et qui va passer dans divers marchés, donc de petits marchés du centre et du sud du pays, et va finir par revenir, se retrouver à Dantokpa. Et là, il va faire la rencontre de son agnon, qui va devenir son protecteur, de Petit Père, cet enfant qui est né dans le marché, et de Ap, ce vieillard, qui vit dans le marché depuis des années, depuis en fait la création du marché, et qui, en tout cas, se donne la mission de venir en aide aux enfants. D'accord. Et donc le livre parle de la maltraitance, du phénomène de la maltraitance des enfants, mais aussi il parle des mécanismes de résilience que ces enfants développent pour survivre dans un monde difficile. Et donc j'ai voulu parler en tout cas de ces trajectoires qui sont différentes, mais qui se retrouvent sur le terrain de l'humanité. Comment des êtres qui ont souffert, qui ont été arrachés à leur famille, comment ces êtres-là se reconstituent à travers la fraternité. D'accord. Alors justement, pour rentrer dans le roman, moi je l'aborderai au travers des personnages. Donc on avait l'impression que chaque personnage incarnait un peu lui-même avec son histoire. C'était une des causes du fait que les enfants se retrouvent dans la rue. Donc plus précisément, le personnage principal, Kizito, lui, on voit que voilà, il y vient parce qu'il a été maltraité, mais il y a aussi un autre phénomène, une autre sous-thématique. C'est pas très évoqué, mais c'est, moi j'avais l'impression, des enfants sorciers. Est-ce que vous avez voulu aussi aborder cette thématique-là? Tout à fait. Le phénomène des enfants sorciers, c'est un phénomène irrationnel qui est attaché à, je ne vais pas dire aux traditions, mais aux croyances. Et le phénomène des enfants sorciers, traditionnellement, en tout cas au Bénin, lorsque vous êtes désigné enfant sorcier, pour quelle raison, on ne sait pas trop, on vous transforme en une chose qui est détestable, une chose qui n'a plus sa place, qui fait peur et qu'on doit tenir à l'écart de la société. Et donc, Kizito a subi cette sorte de désincarnation, n'est-ce pas? On l'a désincarné de son humanité en le transformant en enfant sorcier. Et j'avoue que j'ai du mal à expliquer, et je ne sais pas s'il y a des études, sans doute qu'il y a eu des études anthropologiques, sociologiques qui ont été faites sur ça, mais ça fait partie des croyances traditionnelles, notamment, j'ai remarqué une chose, il est rare de trouver des adultes hommes qui sont accusés de sorcellerie. Souvent, c'est les femmes et les enfants dans nos sociétés, des êtres faibles. Donc ça renvoie quand même à une sorte de hiérarchie sociale dans nos sociétés traditionnelles. Et donc Kizito, il est le produit, dans un premier temps, de cette désincarnation. Et donc du coup, dans sa famille, il va devenir l'enfant qui est maltraité du fait de cette accusation. Et il va être tenu à l'écart. Il faut rappeler que son père a 4 femmes, et qu'à 5 femmes, à la mort de sa mère, il va se retrouver seul enfant, à la merci de tout le ménage. Il faut dire que sociologiquement, ce phénomène a évolué et qu'il y a une meilleure prise en compte de ce phénomène, à la fois par l'instruction, n'est-ce pas, parce que la grande partie des enfants qui vont à l'école aujourd'hui, en tout cas cette partie continue de s'agrandir. L'instruction aussi permet de gommer un peu cette partie un peu sombre de nos traditions, parce que les gens comprennent mieux les enjeux. Néanmoins, c'est un phénomène qui existe encore. Ah oui, ok. Alors, il y avait aussi l'autre phénomène, je vais rechercher le mot, c'est les enfants qui sont confiés aux familles. Ça aussi, ça vient de la tradition. Et donc, sur le marché, il y avait aussi des enfants qui étaient issus de cette tradition-là. Et donc, vous avez voulu aussi aborder cette thématique. Tout à fait. Ouais, donc, on appelle ça les Vidomégans. Voilà, c'est ça. Vidomégans, ça veut dire littéralement un enfant qui est placé. Il faut rappeler que dans les sociétés traditionnelles béninoises, c'est un phénomène qui a toujours existé. Et ce phénomène-là, il part de la bienveillance, puisque c'est un phénomène de solidarité intracommunautaire qui consiste, pour les familles les moins aisées, à placer leurs enfants dans les familles les plus aisées, pour avoir de l'amour, de l'éducation,
de pouvoir grandir et devenir adulte. Et dans beaucoup de cas, en tout cas, c'est un phénomène qui permettait à des enfants qui ne pouvaient pas accéder à une formation, à une instruction, de l'avoir. Et donc, ça a longtemps fonctionné dans des sociétés qui étaient plutôt des sociétés plus réduites, puisqu'on était dans des villages où les gens se connaissaient. Avec l'évolution de nos sociétés traditionnelles vers des sociétés modernes, vers des villes de plus en plus grandes, il y a eu un éclatement des sociétés traditionnelles initiales qui sont devenues plus grandes. Et donc, il y a une sorte de dévoiement de ce phénomène. Les enfants étant placés dans des familles qui sont loin des familles d'origine, avec cette absence de regard direct sur la vie des enfants. Et donc, il y a une sorte de dévoiement qui fait que ces enfants-là sont de plus en plus maltraités, sont utilisés comme des main-d'œuvre pour subvenir, en tout cas pour rapporter de l'argent dans les familles à qui ils ont été confiés. Et donc, c'est un phénomène complexe, puisqu'il fait appel à la fois à notre histoire, aux traditions. Quand je dis histoire, je parle de l'évolution sociologique des sociétés africaines qui sont parties des petits villages, avec des grandes villes, par exemple, comme Cotonou. Il y a aussi des implications économiques, des implications liées à la santé mentale, parce que ces enfants-là vont subir beaucoup de violences. Et donc, c'est un phénomène extrêmement complexe, et aujourd'hui, il est la source véritablement de ce phénomène-là des enfants, de la maltraitance des enfants, puisque au sein de ces familles, il est difficile pour l'État de savoir réellement ce qui se passe. Et il n'y a pas de recensement, il n'y a pas de statistiques claires, et parfois ces enfants-là sont obligés de fuir ces familles et vont se retrouver donc dans les marchés. Oui, et alors, avec le personnage de Sonagnon, là, la cause, c'est aussi une sorte de tabou, je trouvais. C'est la maltraitance de sa propre famille. C'est pas un enfant qui avait été placé. Et donc, moi, je trouvais que cette question-là, c'est un peu tabou. Elle n'est pas souvent abordée. Et donc, vous avez voulu mettre ça un peu en avant, en parler, que ça existe aussi. Oui, je pense qu'en tant qu'Africains, nous avons, en tout cas en tant qu'auteurs africains, nous avons deux combats. Le premier combat, c'est le combat de l'acculturation, de réécrire notre histoire, parce que notre histoire a été tronquée, a été falsifiée, et donc il faut apporter de l'éclairage sur ce qui a conduit à l'esclavage, sur ce qui a conduit à la colonisation de notre point de vue. Et c'est très important. Et donc il y a toute une littérature engagée dans ce sens-là. Le deuxième devoir que nous avons, c'est un devoir d'autocritique. Il ne faut pas rentrer dans une essentialisation de nos traditions, penser que toutes les traditions africaines sont belles, n'est-ce pas, et qu'on est fier d'être noir. Bien sûr qu'il y a la fierté d'être noir, mais en même temps, cette fierté nous donne la responsabilité, en tout cas, nous donne l'injonction de la responsabilité de regarder nos propres traditions et de dire ce qui est bien, mais aussi de dire ce qui n'est pas bien. Et moi, je me donne ce devoir-là de jeter ce regard critique sur cette tradition, de dire que la maltraitance des enfants au sein des familles n'est pas une bonne chose. Du point de vue humain, du point de vue éthique, et même du point de vue économique. Parce que, imaginez la jeunesse qui est sacrifiée de cette façon-là, parce que ces enfants ne vont pas à l'école. Ils n'ont pas véritablement de métier. Et donc, c'est un phénomène pluridimensionnel. Et nous devons commencer d'abord par le nommer. Ça, c'est la première chose. Il faut le nommer, le reconnaître, et ensuite qu'il y ait une prise de conscience collective que, en tant que nation, en tant que société, nous devons nous combattre toutes les injustices, qu'elles soient faites aux femmes, qu'elles soient faites aux enfants, qu'elles soient faites aux personnes qui ont des problèmes mentaux, des problèmes d'handicap. Et donc, moi, j'ai placé donc, le regard sur un domaine particulier qui est celui des enfants. Justement, là, je viens avec une question pour l'auteur, mais aussi pour le médecin que vous êtes. Mais quels sont l'impact à la vie adulte de ces enfants? L'impact, on peut l'imaginer, il est désastreux. Mais malheureusement,
il y a très peu de statistiques pour étayer ce que je vais dire. Le premier impact, il est physique, n'est-ce pas? Parce que ces enfants sont battus à longueur de journée et ils ont des traumatismes, non seulement des traumatismes légers, qui peuvent être des blessures corporelles, des fractures, mais aussi des traumatismes graves, qui peuvent être des commotions cérébrales, des hémorragies cérébrales, puisque souvent on va leur donner des coups sur la tête. Donc, et quelque part, on peut guérir des traumatismes physiques. Mais les traumatismes d'ordre mental, il est extrêmement difficile d'abord de les diagnostiquer parce qu'ils peuvent survenir plusieurs années après le traumatisme. Et la santé mentale est le parent pauvre de nos systèmes de santé. On n'a pas beaucoup de moyens pour prendre en charge les patients qui souffrent, en tout cas, de maladies mentales. Donc ça rend l'aspect médical très compliqué, très complexe à évaluer, n'est-ce pas? Et il faut reconnaître qu'il y a des associations, j'en parle dans le livre, la caserne des sœurs et frères salésiens de Don Bosco, qui fait un travail remarquable, qui consiste à recueillir ces enfants-là, à diagnostiquer les traumatismes physiques et mentaux, à essayer de les faire sortir de cet engrenage qui constitue à vivre dans le marché, et à leur donner la possibilité d'une autre vie. Mais c'est un parcours qui est difficile, qui se fait sur le long terme. Malheureusement, ces associations ont très peu de moyens. L'État fait des efforts, mais ces efforts-là, pour l'instant, ne sont pas encore au niveau de l'enjeu, en tout cas, de mon point de vue, que pose cette problématique. Ben moi, je veux intervenir pour un peu. Bon, je ne sais pas, tu avais prévu peut-être la question, mais je la pose maintenant parce que bon, on a parlé de Kizito, de Sonia-Gnon, on parle un peu de violence. Malgré tout, il y a quand même quelques personnages positifs, on va dire. Notamment Petit Père. Qui est, enfin, moi quand j'ai lu l'histoire, je voyais voilà, de la joie, de l'illumination, donc il y a comme de l'espoir. Bien sûr. C'est ce que ça fait incarner, donc qu'est-ce que cet espoir-là peut apporter à la question, donc qu'est-ce qu'ils vont devenir ces enfants? C'est ça. Voilà, quelle est la lueur d'espoir dans ce genre d'histoire, on va dire? Le cas de Petit Père est un cas particulier, parce que Petit Père, il est né dans le marché. Et il n'a pas connu la rupture que Kizito ou Sonia-Gnon ont connu. L'abandon. Voilà. Même s'il vit dans ce qu'ils appellent le purgatoire, le purgatoire donc des frères bannis ou des âmes, parce que pour eux le marché c'est pas un lieu où il faut vivre. Ils ont compris ça. N'est-ce pas? Ils appellent ça le purgatoire des âmes oubliées. Mais lui, il est né dans ce purgatoire-là. Il ne connaît rien d'autre. Et donc, il vit dans la joie en permanence. C'est un enfant qui a la fulgurance de la vie en lui. Un enfant qui est intelligent, qui est spontané et qui nage dans le bonheur parce qu'il vit avec des gens qui l'aiment. C'est vrai qu'il n'a pas les mêmes blessures que les autres. Il ne démarre pas avec ça. Même s'il vit dans cet univers, il n'a pas les mêmes blessures. Pour lui, sa famille, c'est cette case-là dans laquelle il vit avec Apt et avec Sonia-Gnon au départ, et ensuite Kizito qui vient. C'est sa famille. Il n'y a pas de femmes, ce sont que des hommes, mais c'est sa famille, il vit heureux. Il est aimé de toutes les femmes, des bonnes femmes du marché qui lui donnent de l'argent, qui lui donnent... C'est un garçon qui est aimé. Et donc, c'est un paradoxe, puisqu'il est le produit de ce marché-là, puisque des enfants naissent dans ce marché, et ils vivent, et certains s'en sortent. N'est-ce pas? Donc, il y a des trajectoires dramatiques, mais aussi il y a des trajectoires de résilience, n'est-ce pas? Notamment, par exemple, Senami, qui est une jeune fille qui a été mariée de force et qui a fui son foyer donc pour venir dans le marché, qui a été recueillie par la caserne de Don Bosco, qui a bénéficié d'une formation en apprentissage et qui est devenue couturière, qui est sortie du marché, qui a son entreprise qui fonctionne. Et donc, dans certains cas, effectivement, le marché constitue une réelle chance pour ces enfants-là. Mais ce n'est pas la majeure partie, n'est-ce pas? Et donc, même s'il y a cette trajectoire positive, il faut rappeler que ces enfants-là, pour la plupart, ils sont brisés. Ils sont brisés
Je n'ai pas de statistiques à donner pour dire combien s'en sortent, mais si on en parle, n'est-ce pas, si l'État lui-même a pris des dispositions législatives pour interdire le travail des enfants avant l'âge de 15 ans, pour instaurer l'obligation pour les enfants jusqu'à l'âge de 14 ans d'avoir accès à l'instruction, c'est parce qu'on a compris qu'il y a un souci et qu'il faut protéger ces enfants-là. Et donc ces lois sont là pour protéger ces enfants-là. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, c'est de sortir de façon effective ces enfants-là de cet engrenage, soit dans les familles d'accueil, soit dans des institutions de l'État qui vont les protéger et qui vont leur donner une véritable chance de pouvoir avoir accès à de la bienveillance, à la formation, à l'éducation, pour espérer qu'adultes, ils vont avoir la capacité de participer au projet social que nous sommes en train de mettre en place. Tout en maintenant, et bon, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même un regard assez important du livre, à revoir un peu nos traditions. Oui. Ça, c'est aussi un travail important qu'il faut pouvoir faire, surtout cette confrontation des traditions et de la modernité à laquelle nous sommes. Donc, c'est l'une des difficultés les plus, en ce qui concerne le développement de l'Afrique, c'est l'une des difficultés les plus, je dirais, c'est extrêmement difficile pour nos sociétés à travers la culturation qu'on a subie, puisqu'on ne vit plus dans l'Afrique précoloniale, n'est-ce pas? On vit dans une Afrique où il y a une confrontation de façon cyclique, violente et apaisée entre le modernisme et les traditions. Et nous avons du mal, en tant que société africaine, à trouver le juste milieu entre ce qui relève des bonnes pratiques de la tradition et ce qui relève des bonnes pratiques du modernisme. Souvent, ce débat a été occulté au profit des débats liés à l'affirmation de soi à travers la négritude et le panafricanisme, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, la décolonisation. C'est des débats effectivement qu'il faut avoir, mais en même temps, nous avons besoin d'avoir de la sérénité pour poser des regards sur nos propres traditions. tout à fait. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui relève dans nos traditions des leviers pour apporter. Et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de nos traditions. Tout à fait. Notamment, par exemple, la démocratie. Je sors un peu du cadre, mais il y a eu des sociétés, comme l'Empire du Ghana, il y avait déjà la démocratie bien avant que les colons n'arrivent. Tout à fait. Et donc, nous avons ce legs-là que nous devons prendre. Tout en évitant évidemment ce qui arrive souvent les extrémismes, Absolument. d'aller trop souvent dans une sublimation d'un passé, etc. Voilà. Donc un regard critique que nous devons Exactement. porter, voilà. Et c'est très important. Et ce livre, en tout cas, à mon niveau, en tout cas, ce livre-là constitue une réponse à cette problématique. Moi, j'avais encore une vas-y. question que je n'avais pas prévue, Je t'en qui me prie. vient là. Mais comment, on en a parlé un peu hier, hein. Moi, j'ai l'impression que la société, parce qu'on a ce phénomène aussi au Congo, RDC, les Chégués, mais j'ai l'impression que tout le monde les voit, mais c'est comme s'ils étaient invisibles à la société. Comment oui, j'ai l'impression qu'on fait un peu l'autruche. Et qu'est-ce qui expliquerait cela? Parce que sur le marché, il y a des femmes, il y a des mères. Mais oui, qu'est-ce qui explique que oui, on se voile un peu la face, hein, j'ai l'impression. Je pense que ça fait partie du fonctionnement des sociétés humaines. Et si vous prenez l'Europe, l'Europe a connu cela. Les enfants, les sorcières, qu'on brûlait, les enfants qui étaient maltraités, Donc ça fait partie des fonctionnements, des dysfonctionnements des sociétés humaines. Et pour prendre conscience de ça, pour moi, il y a deux façons. Il y a l'éducation. L'éducation, c'est donc de reconnaître que c'est une anomalie et ensuite d'informer la population et d'éduquer les enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question, quel est le regard des autres enfants? Notamment, dans le même foyer, il y a un enfant qui est battu, maltraité. Voilà. Il y a d'autres enfants qui ne sont pas battus, qui ne sont pas maltraités. Quel est le regard de ces enfants-là? Et donc, parler de ça dans les programmes d'éducation, c'est déjà aussi un pas de sensibiliser. Ensuite, il y a la loi.
Je pense que c'est Voltaire qui le disait, que le citoyen, il n'est pas naturellement obéissant. On n'obéit pas naturellement à la loi. On obéit à la loi parce qu'on a peur de la répression. Et donc la loi a une fonction de dissuasion. Et donc si vous mettez une loi en place, que vous aurez les moyens à la loi d'être respectée, en mettant en prison, en jugeant les gens qui en tout cas enfreignent la loi, vous les mettez en prison, des sanctions, effectivement les gens commencent effectivement à réfléchir. Mais lorsqu'il y a l'impunité, n'est-ce pas, et que les gens savent que quoi qu'ils fassent, ils ne vont pas rendre compte devant la loi, il n'y a pas de motivation, n'est-ce pas, pour arrêter ce genre de pratique. Et donc, il faut jouer sur ces deux aspects-là, l'éducation et la loi, avec les moyens clairs de dire, voilà, si on vous attrape avec un enfant placé chez vous qui ne va pas à l'école, qui du matin au soir travaille dans le marché, puisque c'est interdit, le travail des enfants avant l'âge de 15 ans, c'est interdit. Il est interdit pour les enfants, et les enfants avant l'âge de 14 ans doivent aller à l'école. Donc, vous êtes en dehors de la loi. Mais si on voit ça, on vous met en accusation, vous allez devant un tribunal. Si vous êtes condamné, vous allez en prison. Effectivement, les gens vont commencer effectivement à réfléchir. Mais si ce n'est pas fait, on ne donne pas les motivations nécessaires pour les gens de respecter l'intégrité de ces enfants-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'impunité, en fait. Oui, l'impunité joue beaucoup. Mais voilà, comme tu viens de le dire, je ne sais pas si on l'a dit à la présentation, mais j'aimerais quand même rajouter, t'entendre citer Voltaire, c'est que la philosophie est de nouveau une corde à ton arc. Oui, j'ai toujours rêvé de devenir philosophe. Voilà. Ça sort. Je l'expliquais quand j'étais jeune, j'avais un oncle, je ne me rappelle plus de son nom, ça remonte à longtemps. On avait toute une caisse de livres de philosophie et très jeune, à l'âge de 8-9 ans, j'avais commencé à lire des bouquins de philosophie. Et j'ai toujours rêvé de devenir philosophe. Et puis après, il y a eu des événements qui m'ont conduit à la médecine. Mais j'ai toujours ce manque que je ressens. Et donc forcément, la philosophie prend en tout cas une part importante dans mon parcours. Et depuis que je fais mon PhD en économie et politique de santé, puisque nous avons une grosse partie concernant la recherche scientifique, où nous avons tout ce qui est philosophie des sciences. Et donc j'ai été remis en contact avec la philosophie, ce qui m'a donné encore envie davantage de revenir à ce premier amour qu'est la philosophie. Et donc je structure ma pensée autour d'un certain nombre de problèmes philosophiques, et parce que je crois de façon assez forte que tous les problèmes de la société trouvent leur origine, en tout cas dans la philosophie, que les pensées philosophiques peuvent apporter une réponse à nos interrogations sur la société. Tout à fait. Ben pour ma part, voilà, moi j'ai pas d'autres questions, mais voilà, je voulais être important parce que j'ai beaucoup aimé le livre et ce côté philosophique, en fait, tout ce qui te construit en fait, apparaît dans le livre. Ce qui fait que c'est une lecture hyper intéressante qui bouscule. Oui, c'est vrai. Problématique connue, les thématiques sont lourdes. L'angle par lequel c'est pris, voilà, c'est assez nouveau et ça permet vraiment de faire tenir le débat et de pousser à la réflexion. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Oui. Moi aussi, ça reste des thématiques difficiles et c'est vrai que parfois, il ne faut pas être trop sensible, mais ça reste néanmoins agréable et puis on apprend beaucoup de choses, évidemment. Pour ma part, je tenais à terminer avec la phrase que j'aime beaucoup, parce que voilà, c'était une phrase de Stéphane Hessel qui m'a fait penser à la lecture, c'est « L'indignation est le ferment de la résistance ». Et c'est ce que j'ai ressorti avec ce livre. Merci. Et franchement, félicitations. Merci José. Et pour clôturer, je vais lire un extrait pour permettre aux auditeurs de rentrer un peu dans votre écriture. Personne ne connaissait vraiment l'histoire de Sanagnon. D'après quelques bribes que Petit Père aurait glanées ici et là, il avait été abandonné très jeune par ses parents. Cette séparation brutale imprimant en lui la première d'une longue série de blessures. Elle engendra d'abord une profonde contrition, car incapable de comprendre cet abandon, il en vint à la seule conclusion possible. Il y avait en lui un mauvais génie, un Aziza, une malédiction
qui avait poussé ses parents à le rejeter. Ce doute, d'abord fragile, germa lentement au fond de son cœur tourmenté. Puis, à mesure que le temps passait et que l'absence de ceux qui furent jadis son univers se confirmait, il prit racine. Il avait éclos alors en un double qui ne le quitta plus jamais. Nos blessures naissent souvent de causes simples, mais elles prospèrent sur le sol fertile de la complexité de la vie. Pour mon ami et frère de Dantokpa, nul ne pouvait dire avec certitude ce qui l'avait poussé à prêter allégeance au Kaikai. Pourtant, on racontait que c'était dans cette fabrique de coupe-jarrets que la construction de son double, amorcée quelques mois plus tôt par le rejet de ses parents, s'était poursuivie et achevée. Barnabé m'avait parlé de cette confrérie de coupeurs de route, ces brigands qui, à coups de magie noire et d'exaction, semaient la terreur dans la région. Ils frappaient le jour comme de nuit, dressant de faux barrages avec des troncs d'arbres pour stopper les véhicules. Surgissant ensuite en moto, armés de machettes, ils tabassaient leurs victimes avant de les dépouiller. Les femmes subissaient pire encore. Elles étaient violées et parfois laissées pour mortes. Puis, comme un funeste rituel, ils repartaient en hurlant « Kai, Kai, Kai », d'où leur surnom. Barnabé avait ajouté, en baissant le ton, que ces hordes de criminels étaient protégés par des notables, des hommes influents, dont on ne pouvait évidemment pas prononcer les noms, et qui, en échange de cette impunité, prélevaient une part des butins. L'initiation de son agnon, comme celle de tout aspirant débutant par une violence extrême. La faim, les privations, les sévices corporels, les humiliations, tout était fait pour briser la volonté du nouvel arrivant et le soumettre à la cause. Lorsque son corps fut suffisamment affaibli, on lui offrit sa première dose de ganja, comme une récompense du diable à son nouvel adepte. Cette substance surnoise effaça ses dernières résistances. Alors seulement, il fut libéré de lui-même, libéré de la douleur de l'abandon de ses parents, libéré des fragments de souvenirs auxquels il s'accrochait encore certains soirs. Quand, sous le poids d'une existence vide, il se surprenait à avoir la nostalgie de son enfance, libéré de la compassion et de tout sentiment d'altérité. Ainsi naquit son Aziza. Encore un tout grand merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci Marie-Thérèse. Merci.